Est-ce que vous faites partie de ces gens qui rêvent d'une colonie sur Mars, de voyage à la vitesse de la lumière ou d'ascenseur vers l'espace? Eh bien, permettez-moi de briser vos rêves. Dans les films ou dans les médias, on lit plein de bêtises quant à ce que sera l'avenir de l'homme dans l'espace. Aujourd'hui, on va changer votre vision de la conquête spatiale. Pourquoi coloniser Mars alors qu'il y a Vénus? On ne parle jamais de Vénus dans la colonisation spatiale. Tous les budgets vont à la conquête de Mars. Alors que Mars, excusez-moi, mais c'est une planète claquée. Je vais pas vous parler du froid glacial, des radiations extrêmes ou des tempêtes de sable qui durent des mois et qui bousillent tes poumons et tous tes équipements. En fait, Mars a d'autres problèmes plus graves et qu'on ne peut pas résoudre. Déjà, la faible gravité. On est presque 3 fois plus léger sur Mars. Alors, c'est marrant 2 minutes pour faire des petits sauts de cabri, mais sur le long terme, tu vas souffrir d'ostéoporose spatiale. Tes os vont littéralement fondre à cause du manque de gravité. Mais il y a pire. Il y a 4 milliards d'années, Mars a perdu son champ de protection électromagnétique. Depuis, la planète se fait démonter par les vents solaires. Et c'est violent, hein. Mars perd 50 000 kg d'atmosphère tous les jours, 20 fois plus en cas de tempête solaire. Résultat, la pression atmosphérique martienne est ridicule, 170 fois plus faible que la Terre. Pour un humain, ça serait presque comme s'exposer au vide spatial. Mais surtout, ça rend impossible l'idée d'avoir de l'eau liquide à sa surface. L'eau s'évaporait à cause du manque de pression. Quand Elon Musk propose d'envoyer des missiles nucléaires pour faire fondre la glace martienne, bah ouais, mais vous le voyez, hein, rien ne resterait à la surface, tout partirait dans l'espace. Alors, osons dire les choses qui font mal, jamais Mars ne sera une planète bleue. Mais alors pourquoi je vous parle de Vénus? Déjà, elle a 3 avantages. Elle est plus proche de la Terre, donc plus facile d'y aller. Elle est plus proche du Soleil, ce qui veut dire plus d'énergie à exploiter. Et tu y prends bien moins de radiation que sur Mars. Mais elle a 2 terribles défauts. Vénus a une température au sol de 465 degrés, des nuages d'acide sulfurique et une pression atmosphérique 90 fois plus forte que sur Terre. Ce serait comme vous téléporter à 1000 mètres sous l'eau. Et 1000 mètres, même les sous-marins nucléaires vont pas aussi profond. On a déjà réussi à envoyer des sondes sur le sol de Vénus et la première à atterrir, elle a tenu 20 minutes. Et si vous pensez qu'à cause de ça, coloniser Vénus est délirant, c'est que vous êtes biaisé par le surfacisme. L'idée qu'on ne colonise qu'en plantant des drapeaux dans le sol. Envolez-vous à 50 000 mètres dans le ciel de Vénus, la pression atmosphérique et la gravité sont les mêmes que sur Terre. Il fait encore un petit peu chaud, hein, moins de 70 degrés, mais élevez-vous de 5 km et la température tombe en dessous de 30 degrés. Dans le ciel de Vénus, un simple masque à oxygène suffirait. Nous pourrions vivre dans d'immenses cités flottantes. On aurait de l'énergie à profusion grâce au soleil, on pourrait récupérer le CO2 de l'atmosphère pour faire pousser nos plantes, et pourquoi pas plus tard envoyer des robots au sol pour qu'ils nous construisent des montagnes artificielles sur lesquelles nous pourrions vivre. Un rêve que la NASA elle-même envisage, proposant un concept de dirigeable à même d'y faire vivre des hommes. Il serait peut-être temps de nous retourner vers cette bonne vieille étoile du berger. Pourquoi continuer à lancer des fusées? Envoyer des objets dans l'espace avec des fusées, c'est vraiment le passé. Pour dire, la première fusée qui a été lancée dans l'espace, c'est en 1942 par des nazis. Ils utilisaient alors non pas des gentilles petites fusées toutes mignonnes, mais bel et bien des missiles de guerre. Et même si les technologies ont évolué, aujourd'hui on reste sur le même principe. Un gros tube, plein de matière explosive. Vous voyez ça, c'est la fusée qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Tout ça, ce n'est que du carburant. 2800 tonnes sur 3 étages. 93% du poids de la fusée, c'est son carburant. Tout ça, juste pour envoyer cette toute petite partie du haut, 4% du poids total de la fusée. Dans cette course à la surpuissance, on a imaginé plein de projets de fusées complètement folles. Dans l'idée d'un jour pouvoir envoyer des stations spatiales complètes dans l'espace, on a imaginé le Sea Dragon, une fusée titanesque, dont le souffle aurait été si brûlant, le bruit si assourdissant et la taille si incontrôlable qu'on a dû réfléchir à la faire décoller sous l'eau. Mais bon, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer tous les jours des stations spatiales, les coûts de recherche auraient été trop élevés pour pas servir à grand chose. Autre projet de fusée un peu claqué, le projet Orion. Une fusée qui se propulse grâce à des explosions nucléaires. La fusée lâche plusieurs bombes, elles explosent, ça te propulse et on recommence. Il aurait fallu en tout 800 bombes atomiques pour quitter la Terre et se mettre en orbite. Heureusement, en 1960, scandale. À cause des nombreux essais nucléaires de l'époque, on retrouve des matières radioactives dans les dents des bébés américains. Autant vous dire que le projet est vite retourné dans les placards.
Ceci dit, les carburants qu'on utilise dans les fusées, c'est pas mieux. Contrairement à l'idée reçue, non, il n'y a pas de pétrole dans les fusées. On utilise un mélange qui contient de l'oxygène liquide cryogénisé. Car oui, une fusée, c'est glacial. C'est pour ça qu'au lancement, ça fume blanc. Et d'ailleurs, autant vous dire, je vous déconseille d'y coller la langue. Mais par le passé, et parfois encore aujourd'hui, on utilise des carburants extrêmement dangereux. Connaissez-vous la catastrophe de Nedelin en 1960 ? On est en URSS et le pouvoir communiste met la pression pour réussir le lancement d'une fusée pendant l'anniversaire de la Révolution. La fusée est propulsée à l'aide d'un mélange d'acide nitrique et de diméthylhydrazine, un produit si cancérigène que c'est celui qu'on utilise sur les souris de laboratoire pour leur donner le cancer. Le mélange était tellement corrosif que les réservoirs de la fusée avaient subi des dégâts irréversibles. Le lancement est retardé, toutes les équipes sont au sol, travaillent sur la fusée et un ingénieur déclenche involontairement le décollage. Explosion d'un feu toxique et corrosif qui tuera 126 personnes. Ironie de l'histoire, cette fusée c'est la R-16. C'est elle qui sera utilisée comme le missile nucléaire de l'URSS, capable de frapper n'importe où dans le monde. Bilan humain tout aussi lourd au Brésil en 2003 ou en Chine en 1996 où une fusée entière est tombée sur un village. Ça veut bien dire qu'être un astronaute, c'est être un type littéralement assis sur l'équivalent d'un demi-million de kilos de TNT. Et c'est ce que nous a brutalement rappelé la tragédie de Challenger en 1986. 7 hommes et femmes disparus en un instant. Il y avait parmi eux une institutrice. Elle devait être la première à donner un cours depuis l'espace. Toute sa classe était venue assister à l'événement. Autant dire l'horreur. Osons le dire, les fusées sont des moyens dangereux, coûteux et très peu efficients. Tant de carburant, tant d'énergie pour faire décoller si peu de choses. Mais est-ce qu'il existe des alternatives ? Oui. J'en parle juste après. Mais ces autres solutions nécessiteraient toutes des collaborations internationales. Malheureusement, il faut le dire, l'espace, c'est la guerre. Faire décoller des fusées a toujours été un moyen déguisé pour expérimenter des armes à longue portée. Il est plus facile d'applaudir au décollage d'hommes vers l'espace que d'armes de destruction massive. Alors que, factuellement, c'est la même chose. Intérêt militaire, intérêt économique, comprenez alors tous les freins qui existent à voir émerger d'autres méthodes. Faut-il construire un ascenseur vers l'espace ? L'espace, ça coûte cher. Dans des navettes comme celle-ci, faire décoller un seul petit kilo coûtait plus de 100 000 $. Ça fait cher la bouteille d'eau embarquée. On est carrément à 7 millions pour un simple humain. Récemment, et surtout grâce à SpaceX et ses fusées réutilisables, le coût est tombé à moins de 2000 $ le kilo. Mais c'est encore trop cher. Sans compter que les fusées sont dangereuses et trop gourmandes en énergie. Plein de cerveaux brillants ont donc imaginé des alternatives. Et l'une d'entre elles semble être la voie de développement choisie, l'ascenseur spatial. L'entreprise japonaise Obayashi nous promet un ascenseur vers l'espace en 2050. Le gouvernement chinois lui tape sur 2045 et face à l'engouement de l'Asie, la NASA suit et ouvre aussi son champ de recherche. Imaginez, de votre vivant sur fond de Girl from Ipanema, confortablement dans une capsule montant vers l'espace. Le rêve. Par contre, j'espère que vos voisins auront pris une douche car la montée pourrait durer 5 jours. Le principe est simple, un ascenseur, un câble et un contrepoids en orbite. Tout est bien dans le meilleur des mondes, mais vous imaginez bien qu'il y a un tas de problèmes concomitants. Numéro 1, le contrepoids. Pour que ça marche, il faut être au-delà de l'orbite géostationnaire. Le contrepoids doit aussi être assez massif. À l'origine, on avait pensé utiliser un astéroïde très lourd, mais des astéroïdes de plusieurs tonnes dans le coin, ça court pas la rue et c'est pas très sécurisé. On a donc pensé à construire une immense structure de plusieurs tonnes, sachant que jusqu'ici le maximum c'était l'ISS, 450 tonnes tout de même. Numéro 2, le câble. Il doit mesurer, tenez-vous bien, 100 000 km de long, presque 3 fois le tour de la Terre. Ça paraît insensé comme longueur, mais la totalité des câbles de fibre optique sur Terre avoisine le million de kilomètres. Le souci ici, c'est que le câble ne peut pas être en acier. Il finirait par se briser sous son propre poids. Il n'existe en fait aucun matériau naturel capable de faire un fil aussi long, mais la science, elle le pourrait. Il y a 3 matériaux prometteurs, nanotubes de carbone, ruban de graphène et nanofilaments de diamant. Le souci, c'est qu'actuellement, on ne sait en produire que quelques centimètres en laboratoire. Il nous manque la méthode industrielle pour passer au kilomètre. Numéro 3, l'argent. Alors, aussi fou que ça puisse paraître, le coût d'un tel projet a été estimé à seulement 6 petits milliards de dollars. Une goutte d'eau à côté d'un projet comme celui d'envoyer des hommes sur la Lune, le montant est estimé en dollars courants à presque 300 milliards de dollars.
Numéro 4, la sécurité. Imaginez un instant qu'un avion, un satellite ou un débris spatial viennent rompre la corde. La chute du câble produirait une catastrophe planétaire sans précédent. Alors autant sur Terre on peut dérouiller les avions qui approchent un peu trop, autant dans l'espace on a un gros souci de débris. Pour dire, il y en a partout. La Chine récemment a travaillé sur un programme militaire de destruction de satellites, provoquant des milliers de débris mis en orbite. Mais dans le palmarès, c'est les États-Unis qui ont fait pire dans les années 60. Ils ont lancé des centaines de millions de petites aiguilles de cuivre dans l'espace. Le but était de mieux réfléchir les ondes radio en cas de guerre, mais le projet a été un échec total, et aujourd'hui beaucoup de ces aiguilles sont encore au-dessus de nous, propulsées à des milliers de kilomètres/heure. Numéro 5, les radiations extrêmes. À 100 000 km, l'ascenseur devra traverser la ceinture de Von Allen, l'endroit où se rencontrent les vents solaires et le champ magnétique terrestre. Y passer 1 heure reviendrait à prendre 465 millisieverts, autant que les habitants près de Tchernobyl en 1986. Pour pallier à beaucoup de ces problèmes qui ne seront peut-être jamais résolus, il existe 2 autres moyens qui sont étudiés sérieusement. Numéro 1, le crochet orbital. Le câble n'est ici plus attaché au sol. On ferait décoller la cargaison avec des avions et on l'accrocherait dans les airs. Avantage, le câble serait court, 600 km. Désavantage, en tirant sur le crochet, on ferait descendre le contrepoids, ce qui obligerait à le repropulser constamment. Et le contrepoids, c'est pas un petit bonhomme, il faudrait qu'il fasse au minimum 200 000 tonnes. Idée numéro 2, un canon spatial à rail magnétique sous vide. Un peu comme un hyperloop d'Elon Musk. La capsule serait accélérée progressivement sur plusieurs milliers de kilomètres de tubes, un petit train vers l'espace qui, à terminus, t'expulserait à 50 000 km/h. Le souci, c'est que même au sommet de l'Everest, il y a encore beaucoup trop d'air. À la sortie du tube, ça serait comme se prendre un mur d'eau en sortant du plongeoir le plus haut. Mais avec plein d'ajustements, le projet serait réalisable dès aujourd'hui, sans besoin d'inventer de nouveaux matériaux. Par contre, ça coûtera 30 milliards de dollars et la structure devra traverser un continent tout entier. Autant vous dire que ça sera compliqué. Ça serait par contre idéal sur la Lune, dans le vide spatial. J'aurais pu vous parler des fontaines spatiales, anneaux orbités ou canons spatiaux, mais aucun de ces projets n'est envisagé sérieusement. Des idées folles, mais peut-être qu'un jour on l'aura, notre Stairway to Heaven. Envoyer nos déchets nucléaires dans le soleil. Le nucléaire et l'espace, c'est une grande histoire d'amour. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo du projet américain de faire exploser nucléairement la Lune pour prouver à l'URSS que les USA, c'est vraiment les plus forts. Et en 1978, la NASA a sérieusement étudié l'idée d'envoyer les déchets nucléaires les plus dangereux directement dans le soleil. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? À elle de conclure que c'est une sacrée mauvaise idée. Déjà, logique, ça coûte cher, et si en plus la fusée explose, ça serait une catastrophe. Personne n'a envie de voir une pluie de plutonium te tomber dessus. Autre raison plus surprenante, sachez-le, aller sur le soleil, c'est super dur. Je veux dire, c'est plus facile de sortir du système solaire que de plonger tout droit vers son centre. En fait, le souci, c'est que la Terre tourne très vite. Et quand je dis très vite, toi, dans ton siège, tu files à 107 000 km/h dans le système solaire. Du coup, si on tire une fusée en direction de l'astre, elle garderait le mouvement et finirait par rater sa cible. Notre fusée doit donc ralentir à cette vitesse, ce qui demande une quantité d'énergie gigantesque. En 2018, c'est tout récent, la NASA a réussi à envoyer la sonde Parker, le premier objet humain en route vers le soleil. Sa stratégie est de se servir de puissants moteurs et de mercure pour ralentir petit à petit pendant 7 ans. Alors vous vous demandez peut-être comment la sonde fait pour ne pas fondre. Eh bien elle utilise un bouclier très blanc en carbone composite qui va réfléchir la lumière. Et c'est un beau projet. Comme Icare s'envolant vers le soleil, nous allons peut-être nous, humains, réussir à le toucher. Un rêve de science-fiction qui est un premier pas pour voir se réaliser une sphère de Dyson. Une structure gigantesque qui enroberait le soleil pour pouvoir utiliser toute son énergie. Mais vu qu'avec ça il ferait un peu noir sur Terre, on imagine plutôt des milliers de panneaux solaires autour du soleil, construits à partir des ressources sur Mercure. L'énergie serait ensuite renvoyée sur la Terre par un puissant rayon laser. On posséderait alors des centaines de milliards de fois plus de puissance que tout ce que l'humanité a produit en énergie depuis qu'elle existe. Ça fait rêver. Pourra-t-on vraiment sortir du système solaire? Le système solaire le plus proche de nous est à 40 000 milliards de kilomètres. Si on allait aussi vite que la lumière, ça nous prendrait 4 ans. Mais malheureusement, même avec notre sonde spatiale la plus rapide, il faudrait 19 000 ans pour y arriver. Si on veut s'imaginer découvrir de nouvelles planètes, on a besoin de nouveaux moyens de propulsion. Et dans l'eau, il y a beaucoup de projets un peu farfelus. Le premier projet est le Breakthrough Starshot. Projet financé par une
tripotée de milliardaires dont Mark Zuckerberg, et attention, sous la direction de feu Stephen Hawking. L'idée est d'envoyer des satellites à 26% de la vitesse de la lumière. En 16 ans, on pourrait atteindre un nouveau système solaire. Par contre, le vaisseau ne ferait que quelques grammes, ça serait en fait une micro-caméra. La méthode est simple. Des satellites autour de la Terre tirent des rayons laser en direction des voiles solaires du vaisseau, ce qui procure une poussée grâce à la pression de rayonnement. Ça irait vite, mais il y a 4 gros soucis à ça. Le laser devra avoir une puissance de 100 gigawatts, ce qui équivaut à pomper toute l'énergie que produit la France à un instant T. Le laser devra être tiré sur un truc minuscule à des millions de kilomètres. On ne pourra faire qu'un seul tir de laser par an dans une fenêtre de quelques millisecondes. Et la plus grosse difficulté, les gars, comment on freine ? Enfin, dans l'air ambiant, il y a de l'air pour nous ralentir, mais dans le vide spatial, l'objet va garder sa quasi-vitesse de la lumière pour l'éternité. La solution consisterait à faire un vaisseau plus lent pour qu'il puisse être freiné par des vents solaires dans l'autre système. Mais ça voudrait dire que jamais, de notre vivant, nous n'allons pouvoir voir en photo notre Terre jumelle. Le deuxième projet est celui de l'EM Drive. L'idée est qu'il existerait un moyen de convertir l'énergie électromagnétique en poussée au sein d'un cône. Niveau doigt de la physique, ça reviendrait à pousser une voiture de l'intérieur pour la faire avancer. Mais le truc, c'est que de nombreuses études sérieuses ont eu des résultats positifs. La Chine, la NASA, tous investissent d'importants moyens pour prouver si oui ou non une telle chose est possible et si elle est exploitable. Pour certains chercheurs, c'est une honte d'investir de l'argent là-dedans, sachant que ça ne correspond à aucune loi de la physique. Cette technologie, si elle s'avérait prouvée, nous permettrait de voyager sans aucun carburant à des coûts très faibles. Mais niveau vitesse, c'est pas la folie non plus, il nous faudrait 13 000 ans pour atteindre notre but. Reste enfin les projets plus farfelus mais financés par l'État et étudiés très sérieusement par de grands chercheurs, dont un vaisseau Warp Drive qui utilise la propulsion d'Alcubierre pour surfer sur l'espace-temps, ou le vaisseau Daedalus qui utiliserait la fusion nucléaire de l'hélium-3 et du deutérium pour se propulser. Ces deux projets permettraient d'atteindre le prochain système solaire en quelques années. La porte à côté quoi. Mais bon, ils se basent sur des découvertes théoriques, la maîtrise de la fusion et la découverte de particules exotiques. Il y a donc une chance que ça n'arrive jamais. Et si l'erreur, c'était de ne plus rêver d'espace? J'ai commencé cette vidéo en me disant que j'allais être un peu taquin, que présenter la conquête spatiale par ses projets les plus douteux était une idée plutôt amusante. Mais j'ai découvert un peu troublé qu'il existait une grande partie de la population qui était radicalement contre toute conquête spatiale. Pourquoi on dépense pas ces milliards pour stopper la faim dans le monde? Pourquoi conquérir d'autres planètes quand il faut sauver la Terre du réchauffement climatique? Pourquoi coloniser alors que c'est une idée fondamentalement raciste et patriarcale sur Terre comme dans l'espace? Pourquoi faire tout ça sachant que ça ne servira à rien à part amuser des touristes millionnaires? Autant de commentaires que j'ai pu lire sur internet. C'est oublier que les progrès scientifiques se font toujours avec un but. L'Amérique et l'URSS ont dépensé des milliards pour conquérir l'espace, ce qui a nécessité d'inventer plein d'objets que vous utilisez aujourd'hui dans votre quotidien. Sans espace, pas de satellite. Nous n'aurions pas pu observer les dégâts sur la couche d'ozone et pouvoir bannir à temps les chlorofluorocarbures. Aussi, nous n'aurions même pas pu observer les changements climatiques. Sans conquête spatiale, pas de petits likes sur une vidéo qui utilise des enfants et votre culpabilité pour faire du trafic. Derrière, la science se bouge pour de vrai pour sauver la planète. L'entreprise japonaise Shimizu propose d'installer un immense anneau de panneaux solaires sur la Lune. L'américain Lightloop propose des data centers dans l'espace pour le refroidissement. Et enfin, l'américain General Fusion, soutenu par Amazon et Microsoft, espère produire les premières réactions à fusion hélium-3 deutérium d'ici 10 ans. L'espace est de nouveau à la mode. Et oui, on va dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de ressources naturelles vont être gâchées. Mais combien de progrès va-t-on faire grâce à ça? Ça sera là la clé pour notre futur. Qu'il se fasse sur une autre planète ou à jamais dans notre cage, ici, sur Terre.